Tag. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu der Pressekonferenz. Und zwar haben wir uns entschlossen, Frau Beghin, Herr Jadot und ich, und Herr Maurel sollte noch in Kürze zu uns stoßen, noch einmal nach der heutigen Plenaraussprache zu der Resolution zur transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP und vor der morgigen Abstimmung uns auszutauschen und einige Fragen zu besprechen. Ich möchte für die GUE NGL noch einmal eindeutig bekräftigen, wir lehnen TTIP in der Form ab, wie sie gegenwärtig verhandelt ist, weil es ist keine Handelspartnerschaft, die ein normales Handelsabkommen umfasst, sondern es ist der Versuch der Schaffung eines gemeinsamen transatlantischen Marktes ohne die entsprechenden demokratischen Grundregeln der Setzung von Grenzen für das Wirken von Unternehmen und Finanzakteuren. Wir lehnen auch die Resolution dahingehend oder sehen die Resolution so kritisch, weil in ihr erneut ohne eindeutige Formulierung die umstrittene Investor-zu-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit enthalten ist. Ein Prinzip, das aus unserer Sicht ein Handelsinstrument des vorigen Jahrhunderts ist, mit der die heutigen komplexen Vorgänge der Weltwirtschaft, der Investitionstätigkeit im globalen Sinne nicht erfasst werden können. Die vor allen Dingen ausblendet, dass wir, wenn wir uns zum normalen rechtsstaatlichen Verfahren bei Streitfällen von Investoren verhalten wollen, wir den Ausbau der Rechtssysteme in Angriff nehmen müssen und nicht sozusagen im alten Sinne der Vormachtstellung allein den Wirtschaftsakteuren das Recht, demokratisch gewählte Verantwortliche für Gesetze, für Standards in den jeweiligen betroffenen Ländern in Frage stellen dürfen. Und weil vor allen Dingen nur Rechte benannt werden und nicht die Pflichten von Investoren, die einzuhalten haben, dass auch Handel, dass das Agieren von Unternehmen, von Finanzgruppen die Allgemeinheit im Blick haben muss. Also wenn es um die Wirtschaftsankurbelung, wenn es um Schaffen von Arbeitsplätzen, wenn es um die Einhaltung von Umweltstandards, von Verbraucherschutzkriterien, von Dienstleistungen allgemeinen Interesses, wie es in den EU-Verträgen heißt, also von öffentlichen Dienstleistungen geht, muss Recht und Pflicht von Investoren eindeutig auch in internationalen Handelsverträgen geregelt sein. Insofern hat die heutige Aussprache gezeigt, an der Stelle ist das Europäische Parlament bei weitem nicht einstimmig pro ISDS, sondern das Europäische Parlament, die verschiedenen Fraktionen, Abgeordnete innerhalb der verschiedenen Fraktionen sehen durchaus kritisch hier die Notwendigkeit, die internationale Handelspolitik der Europäischen Union grundlegend zu überdenken. Und wir sehen TTIP, die Abstimmung zur Resolution, die ein Benchmark für die künftige Bewertung der Ergebnisse der laufenden Verhandlungen, und in der nächsten Woche wird ja die 10. Verhandlungsrunde in Brüssel stattfinden, sein müssen. Aber sie geht weiter darüber hinaus. Es geht grundlegend auch um ein Überdenken der Handelsstrategie der Europäischen Union. Und deshalb ist die Debatte jetzt und auch die Abstimmung morgen bereits ein Auftakt zur kritischen Begleitung der für Oktober zu erwartenden Handelsstrategie der Europäischen Kommission, die von Frau Malmström vorgelegt werden wird. Ich möchte aber jetzt das Wort gleich an Frau Beghin geben und dann vielleicht an Janik, damit wir sozusagen die Gender-Quotierung einhalten und vielleicht, dass Frau Beghin für ihre Fraktion auch die Position zur Resolution, die morgen zur Abstimmung kommt, darlegt. Ich bedanke mich. Parlerò nella mia lingua madre, penso che ci sia la traduzione anche dall'italiano. Anche noi come gruppo FDD e soprattutto come Movimento 5 Stelle, che io rappresento in quanto Shadow Rapporteur per il report sul TTIP, abbiamo una posizione molto critica da sempre, è molto noto, per diversi punti di vista e anche oggi abbiamo espresso alla Commissione tutte le nostre preoccupazioni riguardo a questo trattato
Riguardo all'opinione che dovrà, o al rapporto che dovrà essere dato alla Commissione come posizione del Parlamento europeo, rammaricandoci di questo lasso temporale che è intercorso tra la votazione come era stata preventivata e oggi, non sosterremo molto probabilmente la risoluzione, perché non contiene più gli elementi originari che inizialmente ci avevano quasi fatto ben sperare in una posizione del Parlamento più moderata, più ragionevole, più tutelante dei consumatori, dell'ambiente, delle stesse aziende europee. Ciò che si è invece rivelato è che fatti che sono normalmente condivisibili da tutti e quindi in teoria da tutti, portati avanti da tutti i gruppi politici, nei fatti si scontrano con quelli che sono gli interessi lobbistici evidentemente predominanti, per cui in poche settimane si possono anche ribaltare molte opinioni, che è veramente curioso. Quindi ciò che succederà domani forse non è ancora definito, ma di sicuro ciò che è stato definito è che la relazione ha cambiato molto, non ci sono più gli aspetti tutelanti che forse potevano esserci, anche se non in misura così netta come io avrei voluto, come il mio gruppo avrebbe voluto. Quali sono i punti che assolutamente non condividiamo? Sicuramente la questione ISDS, che non soltanto non condividiamo nella sua veste cosmetica proposta con il nuovo emendamento dal Presidente Schulz, per mano poi del Presidente di INTA Bernd Lang, non condividiamo in assoluto molti aspetti, riteniamo che non ci sia la tutela necessaria, non ci sia una posizione del Parlamento unanime e non ci sia la volontà di venire a capo di quelle che sono le problematiche di un'Europa, secondo noi, tenuta insieme con lo scotch. Non so come vi tradurranno questa affermazione che è abbastanza italiana. Perché si cercano delle soluzioni commerciali a problemi che commerciali non sono, e non c'è abbastanza lungimiranza per impostare una politica economica, monetaria e anche commerciale che non sia più basata esclusivamente sulla difesa degli interessi di pochi a scapito degli interessi di molti, e che si basi su un concetto che io molto spesso porto avanti e dichiaro assolutamente non idealista ma assolutamente possibile, che è quello della convergenza piuttosto che quello della competizione a tutti i costi. Noi con il TTIP stiamo ancora una volta dimostrando che andiamo a cercare soluzioni laddove esistono in realtà i mali di questa società, e portiamo avanti in realtà gli stessi mali che noi vorremmo andare a risolvere. Quindi ancora competizione nel nostro mondo, ancora competizione tra piccoli produttori e grandi produttori, tra consumatori e aziende, competizioni tra paesi, competizioni tra blocchi. Questo è quello che il TTIP sta portando avanti, e sono d'accordo che ci vogliono delle misure di breve termine, di medio termine, di lungo termine, ma non è con il TTIP che in realtà i cui effetti li vedremo soprattutto nel medio-lungo termine che noi risolveremo le questioni. Quindi ancora una volta credo che l'Europa stia dando una pessima dimostrazione di quello che è, piuttosto di quello che dovrebbe essere. Grazie. Danke, und ich gebe das Wort an Herrn Jadot, der dritte Schattenberichterstatter, der jetzt hier in der Debatte eingreift. Merci. Effectivement, le projet de traité transatlantique a beaucoup promis quand nous en avons discuté les premières fois il y a 2 ans dans ce Parlement. C'était de la croissance, c'était des emplois, c'était un cadre où les normes seraient protégées au mieux et où les citoyens s'y retrouveraient. Évidemment, quand on regarde les modèles qui ont servi à faire les études économétriques, qui sont aujourd'hui contestés, terriblement contestés au sein de la science économique, mais en utilisant les meilleures hypothèses, on est à 0,03% de croissance
annuelle supplémentaire, 0,03% de croissance annuelle supplémentaire. Et selon une étude indépendante américaine, ce serait 600 000 emplois perdus en Europe. L'université de Tufts, avec Capaldo qui était venu au Parlement à l'invitation de la GUE. Nous avons aujourd'hui, au fond, un véritable mensonge construit pour poursuivre cette négociation. Vous l'avez encore entendu ce matin, la Commission européenne parle au nom de la croissance, parle au nom des salariés, parle au nom des consommateurs, parle au nom des PME. Mais quand on regarde le débat depuis 2 ans, et particulièrement aujourd'hui, les consommateurs, qu'ils soient américains ou européens, s'opposent très largement, notamment aux tribunaux arbitraux, et se font de plus en plus critiques sur le traité en lui-même, et ont très peur, notamment, d'un chapitre dont on parle moins pour le moment, qui est la coopération réglementaire. Vous prenez les syndicats, qu'ils soient américains ou européens, eux-mêmes sont opposés au système ISDS et sont très critiques vis-à-vis de ce traité parce qu'ils ont eu l'expérience, notamment aux États-Unis, du traité de libre-échange nord-américain et dont ils savent à quel point il a détruit des emplois. Quand on parle des PME, puisque maintenant c'est le slogan de ce toujours non démontré, mais de ce traité, nous avions la semaine dernière au Parlement le représentant des PME allemandes, ce qui est quand même, en termes de PME, c'est pas le dernier. Et lui, il est contre ce traité. Il est contre les tribunaux arbitraux, contre ce traité, parce qu'il considère que ça va remettre en cause les perspectives économiques, et les perspectives économiques notamment des PME, sur le marché européen. Donc on est bien sur la construction d'un mensonge, et particulièrement sur le sujet qui est qui divise la coalition pro-TTIP dans ce Parlement, sur la question des tribunaux d'arbitrage. Il y a évidemment aussi beaucoup de critiques à faire. Heureusement, ce Parlement, au fond, commence à entendre la société, à entendre les critiques des acteurs, les arguments des juristes. Il est presque divisé jusqu'à ce que Schulz se mêle du travail du Parlement, ce qui est assez rare, parce qu'il est quand même beaucoup à l'extérieur, assez peu à l'intérieur. Mais là, il a voulu s'ingérer directement dans la négociation. Il a reporté le vote il y a 3 semaines. Et puis là, il a construit un compromis avec le PPE qui va totalement dans la ligne de Malmström et de cet écran de fumée qui voudrait nous faire croire que les quelques réformes qui sont proposées font que, en fait, ça n'est plus un ISDS, c'est un nouveau système. Évidemment, tout ça est totalement faux. Certes, incontestablement, sur la question des conflits d'intérêts, sur la question du recrutement des arbitres, il y a la volonté de faire mieux, mais ne nous voilons pas la face. Ce qui est proposé, c'est bien un système d'arbitrage qui permettra aux entreprises de contourner les législations nationales, de contourner les législations européennes. C'est un système pour court-circuiter tous les droits qui ont été construits d'un côté comme de l'autre des États-Unis. Donc le soldat Schulz qui veut absolument sauver le soldat ISDS, ça relève en partie de la manipulation, mais c'est surtout, encore une fois, un élément de communication qui ne peut pas, en tout cas de notre part, ne peut pas sauver ce qui est pour nous un sujet politique, qui est le transfert de souveraineté des citoyens, des États, du niveau fédéral, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, vers les firmes multinationales. Aucune étude à ce jour, aucune étude ne fait de corrélation positive entre l'ISDS et les flux d'investissement. C'est donc un projet politique. C'est un projet politique pour, au fond, offrir aux multinationales le droit de réguler. Donc nous avons encore déposé, puisque Schulz a déposé un nouvel amendement, en tout cas c'est Lenge qui va le faire parce que Schulz n'avait pas vraiment le droit, que Pittella a dit arrêtez de vous foutre de ma gueule, donc ce ne sera pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc Lenge, comme d'habitude, s'est porté volontaire pour faire la besogne, donc il va déposer. Nous avons nous-mêmes déposé un nouveau compromis
qui à la fois reprend évidemment l'opposition à ISDS, qui avait été le vote de 6 commissions de ce Parlement, et puis en intégrant un élément qui était aussi dans la discussion de ce Parlement, l'idée d'un tribunal international qui ne relève pas de l'arbitrage privé, mais qui relève bien des juridictions publiques. Danke. Und dann würde ich, ohne jetzt weiter hier Zeit zu verlieren, gleich die Möglichkeit für Fragen einräumen. Bitte schön. Peter von Kohl, ich bin Däne, ich arbeite für ein britisches Medium und ich frage deshalb auf Deutsch. Ich möchte gerne wissen, wo kommt der Verbraucher? Als Person bin ich Verbraucher in diesen TTIP vor. Ich erfahre nichts über zum Beispiel Labeling. Wie weiß ich, dass Produkte, die auf den Tisch gehen sollen, aus Amerika kommend, so hergestellt sind, dass ich gesundheitsmäßig, dass ich umweltmäßig, dass ich tierschutzmäßig dieses Produkt ruhig essen kann? Vous savez, c'est très intéressant. La semaine dernière, nous avions un débat au Parlement européen à Bruxelles où nous avions invité Public Citizen, qui est une organisation de consommateurs américains, et où il y avait aussi des représentants d'organisations de consommateurs européens. Et ce qui mettait vraiment en avant, c'est 2 choses très différentes. Un, c'est sûr que sur un certain nombre de secteurs, notamment la question de l'environnement, évidemment, de la sécurité alimentaire, le cadre européen est beaucoup plus avancé que le cadre américain. Ça, c'est incontestable que les consommateurs sont mieux protégés aujourd'hui en Europe. Mais le deuxième élément qui était extrêmement intéressant dans la discussion, c'est les systèmes de normalisation. En Europe, vous avez 2 systèmes de normalisation qui garantissent un processus de normalisation. Aux États-Unis, vous avez des centaines de systèmes de normalisation qui ne garantissent rien, soit en termes d'évaluation, soit en termes de participation des parties prenantes. Et qu'au fond, c'est aussi ça qui joue sur la sécurité des consommateurs, c'est avoir des systèmes qui garantissent un processus, une implication des consommateurs, la visibilité de l'étiquetage, la prise en compte des questions d'OGM et tout ça que nous envient nos partenaires américains, alors qu'aux États-Unis, c'est un système qui est beaucoup plus privatisé, qui est beaucoup moins contrôlé, et quel que soit le niveau de la norme, au fond, cette norme ne s'appuie pas sur un processus d'élaboration de la norme qui soit pertinent et légitime. Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Ich glaube, Patrick hat einen sehr interessanten Aspekt angesprochen. Wir haben in Europa das Vorsorgeprinzip, während wir in den USA ein anderes Herangehensweise haben, die Nachweispflicht, dass ein bestimmtes Produkt den Verbraucher sozusagen eventuell schädigt. Dann sozusagen gibt es Entschädigungszahlungen oder Klagen und lange Verfahren. Und wir haben in Europa das Vorsorgeprinzip. Das heißt, wir haben eine völlig unterschiedliche Regelsetzung. Und mit dem vorgesehenen Kapitel zur regulatorischen Zusammenarbeit soll ja unter anderem beabsichtigt werden, die gegenseitige Anerkennung der unterschiedlichen Rechtsetzungen in beiden Märkten. Und wenn man sie gegenseitig anerkannt hat, heißt es, der Verbraucher muss entscheiden, wenn ein Produkt auf den Markt gelangt. Das heißt, auf den Verbraucher wird eigentlich die Aufgabe zugeschoben, dass er entscheiden muss, was für ihn günstig ist und nicht so günstig ist. Und wenn wir uns vor der konkreten sozialen und wirtschaftlichen Situation in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union mal umschauen, dann können wir uns angesichts von 50% Arbeitslosen in bestimmten Mitgliedstaaten ja schon durchaus vergegenwärtigen, was derjenige oder diejenige dann kaufen wird, nämlich das billigere Produkt. Das heißt, wir haben indirekt sogar noch über die gegenseitige Anerkennung von unterregulatorischen Standards dann nochmal ein Dumping-Down-Wettbewerb vor dem Hintergrund einer sehr forcierten Wettbewerbssituation, weil es ist dann ein transatlantischer Markt, ein gemeinsamer Markt, der funktioniert auf unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in den jeweiligen sozusagen Ausgangsmärkten EU oder nordamerikanische Freihandelszone NAFTA. La sua domanda poi era molto precisa riguardo l'etichettatura
Io ricordo che grazie, credo alle pressioni già in vista del TTIP, noi come Parlamento stiamo già adottando diverse normative che vanno nella direzione della deregolamentazione e di sicuro non verso la protezione dei consumatori. Riguardo per esempio all'etichettatura non è nemmeno più obbligatorio, cosa che era precedentemente, indicare lo stabilimento di produzione, cosa che per esempio in Italia è molto sentita per la questione del Made in Italy. E ci sono altre normative importanti che sono state per esempio ritirate, quella l'ho citata oggi nel mio discorso, quella sugli interferenti endocrini per esempio, che se fosse passata avrebbe impedito l'ingresso di circa il 40% degli alimenti degli Stati Uniti. Poi vorrei ricordare anche tra le critiche che mi vengono fatte e che ci vengono fatte, che molti dicono insomma ancora con questa storia degli OGM, ancora con questa storia della carne agli ormoni, tutte cose che non faranno parte del trattato. Io vorrei ricordare una cosa che mi è stata insegnata: quando due dati sono contrastanti, o uno dei due è falso o lo sono entrambi. Allora, se effettivamente noi non avremo sul tavolo negoziale la questione degli OGM, questa cosa va un po' in contrasto con tutto il capitolo dell'agricoltura, perché mi chiederei quali sono gli interessi offensivi degli Stati Uniti nel confronto dell'Europa, nella misura in cui quasi tutta la loro agricoltura è OGM. Allora mi chiederei chi sostiene che abbiamo così tanti interessi noi con l'agroalimentare per esempio italiano o francese nei confronti degli Stati Uniti, perché mi risulterebbe altamente difficile pensare ad un capitolo a senso unico nei confronti degli Stati Uniti. Quindi le preoccupazioni ci sono e sono molte, bisogna essere in grado di cogliere queste contraddizioni che vengono costantemente ripetute da chi il TTIP lo propaganda, piuttosto che informare. Bitte. Lénaïque Vladimekov, EU Trade Insights. Monsieur Jadot, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus la dernière partie de l'amendement sur les tribunaux internationaux, la Cour internationale? Est-ce que ça ne peut pas être interprété comme vous, tout d'un coup, soutenant le principe même d'ISDS, en fait? Pas du tout. L'idée d'intégrer, alors c'est un compromis, donc nous avons souhaité évidemment à travers ce compromis rallier à la fois les membres des différents groupes politiques qui dans les commissions, que ce soit jury, AFCO, emploi, environnement, PETI et TRAN, avaient voté contre, avaient explicitement rejeté l'ISDS, et avec cette perspective qu'il va falloir réguler à l'échelle internationale tous ces traités d'investissement. Donc nous considérons que dans le cadre des relations euro-américaines, les juridictions nationales suffisent. Qu'en revanche, qu'il faille rééquilibrer les rapports de force à l'échelle internationale, notamment pour les pays du Sud aujourd'hui qui sont très largement victimes de ces systèmes ISDS, oui, nous considérons qu'il faudrait trouver, qui peut tout à fait être à l'image, au fond, de ce qu'a été la Cour pénale internationale, avoir une chambre commerciale internationale qui soit une juridiction internationale avec des juges publics qui sont des magistrats, qui ne sont pas des arbitres et qui traitent des questions de conflit entre les investisseurs et les États. Non, parce que vous avez dans un tribunal administratif, vous pouvez avoir une chambre commerciale. Ça, c'est pas un ISDS. Comment est-ce que vous définissez dans ce cas-là un ISDS? Un ISDS, ce qui est proposé, y compris dans la nouvelle formulation de Malmström, c'est un système qui s'extrait du droit national ou fédéral pour arbitrer des conflits entre investisseurs et États sur la base de l'accord, de ce que dit l'accord de commerce et d'investissement. Au fond, même l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce ne s'extrait pas du droit international. En revanche, dans tous les systèmes ISDS qui existent, y compris dans le modèle réformé proposé
par Madame Malmström, qui, semble-t-il, est très fière de pouvoir dire que ça va être comme ça, alors que les Américains ont déjà dit tout le mal qu'ils pensaient de la proposition européenne. Il y a certes une amélioration des conditions de recrutement, d'exercice des arbitres, mais ça reste un système qui est parallèle, supranational, qui peut court-circuiter les juridictions nationales et qui peut, au fond, donner tort à des juridictions nationales. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Nous, on veut que ces systèmes investisseurs-États prennent en compte les juridictions nationales, fédérales ou internationales, à l'échelle où on se place. Yes, Nicola Nielsen, EU Observer. Mr. Jadot, I just had another question concerning, I believe you had mentioned that the amendment tomorrow will not be tabled under the name of Schultz, but Lange. Is this a procedural, is this procedures, or is this an indication of some sort of internal political jockeying within the group? My feeling is it's both. You know, I understand it's procedural and that it needs to get the rapporteur to table it, or the group, a political group, because it's beyond the deadline, so it has to come from a group. And I think it's also political because you know that Mr. Schulz is not only willing somehow to give the Greek democracy to technocrats, but is also willing to give the European democracy to big companies. Yeah, we have to conclude. Thank you for the attention.